Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Média Pro, l'émission qui vous parle justement des médias et de la télévision. Ce soir, on va parler de cinéma justement et de deux films qui ont un petit peu défrayé la chronique, deux films qui un petit peu glorifient les faits historiques. Un film sur Napoléon et un film sur Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique. Avant de commencer le débat avec nos experts, nous allons voir la première bande-annonce qui est justement le film Napoléon, réalisé par le grand réalisateur britannique Ridley Scott. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Je vous ai promis de grands succès. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi. Pouvons-nous voter? Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque. Mais tu n'es qu'une toute petite brute et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. L'Europe tout entière unit ses forces contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Voilà, c'était la bande-annonce de Napoléon, réalisée par le grand réalisateur Ridley Scott, qu'on ne présente plus. Alors, messieurs, ce film va sortir le 22 novembre et plus tard sur la plateforme Apple+, justement. Pourquoi ce film fait débat aujourd'hui? Oui, avant même sa sortie. Hein. Oui, absolument. Apple+, je pense qu'elle a coproduit ou produit en grande partie ce film de Ridley Scott. Ridley Scott n'est plus à présenter. Hein. Alien, Blade Runner, La chute du Faucon Noir, Gladiator. D'ailleurs, il est en train de préparer une deuxième... Edge of Heaven. Oui, absolument. Ouais. American Gangster sur Saladin, sur l'histoire de Saladin. Absolument. Et c'est le film Gladiator. Il est en train de préparer une deuxième version. Et je pense avec l'auteur de Napoléon, le scénariste David de Napoléon, Scarpa. Napoléon, bon, c'est un personnage qui est inspirant en fait. Napoléon Bonaparte, l'empereur de France, ce général qui est venu de Corse et qui est parti pendant la Révolution. D'ailleurs, la première scène du film commence par l'exécution de Marie-Antoinette. Mais il commence par la Révolution française. Oui, absolument. C'était en 1793. C'est à partir de là que Napoléon va monter pour affronter toute l'Europe, parce qu'il va mener la guerre sur une bonne partie de l'Europe, contre la Russie, contre l'Autriche, contre l'Italie. Il y a eu la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, etc. J'ai l'impression que c'est un personnage qui est inspirant, mais en même temps, Ridley Scott, qui a aussi fait d'autres films historiques, voulait un peu raconter l'histoire d'un homme dans en cette période actuelle où on parle de guerre, on parle de conflits, etc. Et il le célèbre parce qu'il montre cet homme dans ce qu'on peut appeler la grandeur. Napoléon Bonaparte était parmi les militaires qui ont
le plus utilisé en tant que chef d'État lorsqu'il a été intronisé empereur après le coup d'État. Je pense que c'était en 1799, si je m'abuse. Et après, il a utilisé la presse parce que Bonaparte était parmi les gens, parmi les hommes politiques qui utilisaient des journaux, dont les journaux, je pense, les bulletins de la Grande Armée, où il parlait de sa gloire. Et c'est lui qui racontait ses propres batailles. Donc, le scénariste s'est apparemment inspiré de ce qu'a écrit Bonaparte sur lui-même. Pas ce qu'a raconté les historiens, parce que Bonaparte s'est donné toujours le beau rôle. C'est vrai qu'il a mené près de 86 batailles, il en a gagné 77, mais il y a eu beaucoup de liberté. Ridley Scott, d'ailleurs, c'est l'une des critiques qui a été faite, parce que dès la sortie de la bande-annonce, le film sortira le 22 novembre de 2023 aux États-Unis, en France et dans d'autres pays européens. Dès les premières images, on voit Bonaparte, l'homme, le militaire qui aspire à devenir un grand monsieur, quelqu'un qui ne commet jamais d'erreur, il le dit lui-même. À ce moment-là, on a commencé à faire des observations, notamment sur la campagne d'Égypte. Parce que dans la bande-annonce, bon, c'est vrai, en attendant de voir le film, on voit Bonaparte tirer sur une pyramide de Khéops. Or, c'est pas vrai. La bataille du Caire n'a pas eu lieu aux environs des pyramides. Des pyramides, et les pyramides n'ont jamais été touchées. Il y a eu une historienne française justement qui a fait une vidéo où elle a justement dénoncé cette un petit peu mise en scène de Ridley Scott. C'est une mise en scène. Non, Ridley Scott prend beaucoup de liberté dans les films historiques. Et c'est un peu pour cerner mieux le personnage, pour le montrer comme quelqu'un qui était invincible. Alors Faisal, justement, je me tourne vers Reda Harirash. Ridley Scott a non seulement réalisé un film, mais il a fait des déclarations assez audacieuses sur Napoléon. Il le dit, je compare Napoléon à Alexandre le Grand, Adolf Hitler et Staline. Regardez, il a beaucoup d'emmerdes à son actif. Alors, le président de la fondation, le directeur de la fondation de Napoléon dit « Hitler et Staline n'ont rien construit et n'ont fait que détruire ». Alors, pourquoi cette dualité ou cette bataille médiatique entre les Anglais et les Français sur justement le phénomène de la figure historique de Napoléon? Bon, il faut déjà savoir que le personnage lui-même se veut être l'héritier quelque part d'Alexandre le Grand, de par l'épopée. Sur le plan militaire. Sur le plan militaire, mais aussi sur le plan historique, parce que quand il va mettre en place son journal Le Moniteur, il relate ses faits. Et il cite Alexandre le Grand. Il cite Alexandre le Grand et il cite d'autres personnages de la Grèce antique notamment et de la Rome antique. Et il se veut être quelque part leur héritier de par ses épopées. Bien sûr que ce personnage-là, il met en action, bien sûr, tout un volet historique dans lequel les Anglais étaient opposés aux Français, parce que comme vous le savez bien, à la fin du XVIIIe siècle, la France, donc le royaume de France, était opposé au royaume d'Angleterre, notamment à travers la Révolution américaine qui a vu l'Angleterre perdre ses possessions, une partie de ses possessions en Amérique. Et les deux pays étaient en compétition pour la première place, pour dominer le monde. Donc l'Angleterre était une puissance navale, alors que la France s'affirmait beaucoup plus... Puissance terrestre. Et c'est pour ça que maintenant, ce n'est pas étonnant de voir ces deux pays s'affronter à travers le personnage de Napoléon, qui a quand même livré pendant plusieurs lustres une guerre implacable à l'Angleterre de William Pitt, qui a failli perdre d'ailleurs ses ailes. Les Britanniques avaient... pourquoi ils menaient la guerre contre les Britanniques? Parce que les Britanniques étaient plutôt des royalistes. À la fin au début de la Révolution française, voulaient pactiser avec les Britanniques pour faire tomber le nouveau gouvernement, d'où la bataille de Toulon. D'ailleurs, la bataille de Toulon est largement montrée dans le film de Ridley Scott. C'est cette bataille qui a permis, donc, c'était en 1793, juste au début de la Révolution, qui a permis à Bonaparte, ou à Napoléon, de devenir l'homme militaire qui s'est imposé, parce qu'il a montré qu'il était capable de réprimer. D'ailleurs, il y a une scène aussi terrible dans le film, où on voit
parce que Barras, qui était donc le chef, si vous voulez, de la sécurité intérieure, pour utiliser les termes d'aujourd'hui, a fait appel à lui, il lui dit que comment faire pour endiguer cette révolte des royalistes, parce qu'il y avait presque une guerre civile en France. Il a tiré avec des canons sur les civiles. Alors, certains historiens français disent que Napoléon est un conquérant, mais pas un colonisateur, alors qu'il a quand même conquis et colonisé certains pays. Il est même parti en Égypte. Le film de Youssef Chahine du Bonaparte le décrit très bien. Oui, il est parti en Égypte. C'est la bataille des Pyramides, c'était en 1798. Il est parti en Italie. Il y avait la bataille de Sterlitz aussi. Parti en Allemagne, Russie. en Autriche, en Russie. Non, c'était un colonisateur et un conquérant et un tyran aussi. Parce que Bonaparte, selon les historiens, il a été rétabli l'esclavage aussi. Et l'esclavage. Il a aussi provoqué la mort de presque 3 millions d'Européens. C'est pratiquement ce qu'a fait Hitler, ou un peu moins. Mais parce qu'à l'époque, il avait imposé à des pays conquis, ou si vous voulez, ils utilisent le terme conquis, mais en fait occupés, de s'inscrire dans l'armée et de contribuer aux conquêtes de Napoléon. Plus de 2,5 millions de non-français ont participé et la plupart ont trouvé la mort dans des conditions atroces. Lui, pour lui, c'était juste des chiffres. Lui, il était assis avec l'idée de conquérir toute l'Europe. C'était parce que les monarchies européennes à l'époque étaient contre cette république qui vient s'incruster, s'installer au plein cœur de l'Europe. Et bien sûr, Napoléon Bonaparte, lorsqu'il est parti en Égypte, il y a eu aussi des scènes de pillage. Oui, Reda. Bon, les historiens sont assez partagés en fait. Tout dépend comment ils abordent ça. Parce que le personnage lui-même, il a émergé effectivement, comme l'a dit Faisal, à l'occasion de la bataille de Toulon, où le petit caporal s'est illustré pour faire face aux royalistes qui étaient alliés donc avec les Anglais. Mais à partir du moment où donc les révolutionnaires français ont exécuté Louis XVI ainsi que sa femme Marie-Antoinette, il faut savoir que toute l'Europe s'est coalisée contre la France. Oui. Et donc, ils ont voulu faire particulièrement les Prussiens et les Anglais. Pas uniquement. Vous avez toutes les monarchies, les Russes, les Autrichiens, les Italiens, les petites principautés italiennes, l'Angleterre et d'autres monarchies se sont liguées contre la France. Et c'est à ce moment-là où Barras, qui était membre du Directoire, ont fait appel à cet homme qui s'est illustré à Toulon et qui va s'illustrer par la suite. Mais il s'est illustré comme chef militaire, mais pas comme chef politique. Plus tard, il s'est imposé comme empereur. Mais il faut savoir qu'à Toulon, il y avait un commissaire politique qui était là pour le chapeauter. Ce n'était pas un responsable politique. Et c'est le régime de Paris qui le contrôlait directement. Comme il a fait ses preuves sur place, et qu'ils en avaient besoin pour repousser les autres pays européens, les Prussiens, les Autrichiens qui se sont coalisés contre la France. Donc lui, il a commencé, lui ainsi que d'autres généraux comme Masséna par exemple, à repousser ces invasions-là. Donc il est présenté par pas mal d'historiens comme celui qui a défendu son pays qui était assailli au départ. À cause de la situation politique qui était due au fait qu'il faut savoir que Marie-Antoinette qui a été exécutée, c'était la fille de François-Joseph d'Autriche. Et donc il est intervenu, lui ainsi que toutes les autres cours d'Europe, pour faire payer en quelque sorte à la France cette audace-là. Parce qu'à ce moment-là, le régime révolutionnaire avait installé une république et c'était la seule république en Europe et c'était une menace de par ses institutions par rapport aux autres monarchies qui n'étaient pas prêtes à accepter l'idée d'une république. Faisal, je vais revenir un petit peu sur le versant plutôt cinématographique. Pourquoi, beaucoup de critiques français disaient pourquoi avoir choisi Joaquin Phoenix, qui jouait le Joker, pour interpréter le rôle justement de Napoléon. Les Français sont un peu hérités par rapport aux comédiens qui sont choisis pour interpréter un petit peu leur idole un petit peu royaliste. Oui, mais Joaquin Phoenix, c'est quand même un grand comédien. C'est un grand comédien. Ridley Scott, il me semble qu'il a choisi aussi par sa morphologie, par sa ressemblance, quelque part. Par sa taille aussi. Pour sa taille, avec Bonaparte, Napoléon. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que Ridley Scott s'est inspiré des tableaux qui existaient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de photographe. Et donc, mais il dit que le meilleur interprète de Napoléon, c'est Rod Steiger.
Oui. Et qui avait interprété justement Parce que c'était un des rôles, personnage. voilà, un personnage qui avait joué le rôle justement dans le film Omar al-Mukhtar. Hein, Absolument, dans parce Mustafa qu'il fallait al-Attar. montrer aussi Bonaparte. Le rôle de Mussolini. Pas uniquement le Bonaparte, l'homme de fer, si j'ose dire, le militaire, mais aussi le politique, mais également le sentimental, parce que dans le film, il y a une bonne partie du film, c'est un peu une tendance du cinéma actuel, c'est que de montrer les personnages dans leur intimité, notamment avec Joséphine, qui est C'est un petit peu le rôle. l'épouse de Bonaparte. L'épouse Bonaparte qui n'a jamais été un petit peu montrée dans les films et qu'aujourd'hui, le film de Ridley Scott la met en valeur. Hein, Il la met en valeur parce et que- raconte un petit peu Absolument, parce leur relation. Leur relation, parce que c'est Vanessa Kirby qui joue le rôle de Joséphine. Joséphine, dans le film, on montre qu'elle a eu de l'influence sur Bonaparte. Sur le Et parfois, pour montrer un peu sa fragilité, parce qu'elle avait un côté fragile, c'est qu'il gagnait une bataille pour plaire à Joséphine. Parce que c'est aussi une grande histoire d'amour. C'est un peu ce que explore. Parce qu'il a Ridley romancé Scott. un petit peu cette Il a un peu histoire. romancé, oui. Ridley Scott, sa spécialité, c'est justement de romancer. D'ailleurs, elle a été critiquée quand il a réalisé Exodus, vous vous rappelez Ouais, Gods tout and à fait. Kings, les dieux et les rois, lorsqu'il parle de la grande traversée de Moïse, de Moussa alayhi salam, en terre égyptienne. D'ailleurs, le film a été interdit en Égypte à l'époque Tout à parce fait, que oui. on a accusé Ridley Scott d'avoir complètement falsifié l'histoire. L'histoire. Il a été aussi interdit dans d'autres pays arabes. Et donc, disons, Ridley Scott a pris, bon, on dira que c'est toujours du cinéma, mais on l'a déjà dit dans cette émission, lorsqu'il s'agit de biopic, il faut faire attention aux déclarations, il faut faire attention aux faits historiques. Et dans ce film aussi, il y a aussi beaucoup de liberté, notamment dans les costumes, dans les moments, dans la manière avec laquelle Marie-Antoinette a été tuée. Parce qu'on a, dans le cinéma, on a besoin de romancer, de montrer les choses pour que ça plaise peut-être au public. Et le fait que Ridley Scott s'est inspiré, par exemple, du tableau de David, c'est le tableau de David qui montre le sacre de Napoléon dans l'église de Notre-Dame. Dans ce tableau, il a le Ridley Scott avec son costumier, chef costumier, décorateur. Il a pratiquement reproduit ce qu'on a vu dans ce tableau. Brièvement, Oui, Reda. le sacre qui avait eu lieu le 2 décembre 1804. Pour revenir concernant Joséphine de Beauharnais, c'est elle qui a fait Napoléon politiquement. Oui. C'est elle qui l'a fait parce qu'elle était proche du Directoire. De par donc, son ascendance, elle était issue de la noblesse. Et de par ses relations qu'elle avait avec les autres membres de la Directoire, Napoléon va l'épouser par la suite pour pouvoir obtenir le commandement de l'armée d'Italie. Parce que s'il ne s'était pas marié avec Joséphine, le Directoire n'était pas disposé à lui accorder cette fleur-là. Même s'il s'est distingué quelques années plus tôt à Toulon, c'est elle qui va faire Napoléon et c'est elle qui sera l'étoile de Napoléon. Parce que quand il va se séparer de Joséphine de Beauharnais, il va commencer à décliner et carrément, après le décès de Joséphine en 1814, Napoléon disparaît quasiment de la scène politique européenne. Merci Reda. On fait une petite pause et on revient au débat. Voilà, pour revenir un petit peu au débat, le film Napoléon n'est pas le premier. Il y a plus de 300 films qui parlent indirectement de Napoléon et plus de 130, paraît-il, films qui parlent de Napoléon directement comme des biopics, dont 31 directement liés à Napoléon, mais beaucoup de films sur ses défaites, hein, sur Waterloo, Moscou, etc. Donc, il n'y a pas un film qui sort du lot. Oui, absolument. Mais là on a l'impression qu'avec Ridley Scott, Reda a parlé de la relation avec Joséphine. Effectivement, elle est importante parce qu'elle a eu beaucoup d'influence sur lui, comme d'autres grands hommes, entre guillemets, dans l'histoire. Là, on explore aussi l'idée, on montre le côté militaire, parce que je pense que dans le film, on montre la bataille d'Austerlitz. L'une des grandes batailles La plus grande. Avec celle de Ulm. Et on montre comment le génie militaire de Bonaparte, comment il a préparé la guerre, comment il a contourné l'ennemi, comment il les a piégés sur la glace parce qu'ils étaient sur un lac. Et il y a eu beaucoup de morts à l'époque. Donc ce film peut-être va se détacher parce que Ridley Scott reste quand même un grand
réalisateur, un grand scénariste. Il y a un gros travail sur les costumes. Il a fait beaucoup de recherches avec ses équipes, un gros travail aussi sur les faits historiques, sur les scènes de bataille, sur des scènes presque authentiques, parce qu'il a utilisé les canons d'époque. Et les canons de Bonaparte étaient connus pour des canons déjà très en avance avec l'artillerie qui existait à l'époque. Et donc le cinéma, bon, c'est vrai, on l'a dit plusieurs fois, n'écrit pas l'histoire, mais ça permet d'avoir des idées quand même sur ce qu'était ce personnage, comment il a évolué dans son univers, comment l'Europe, qui reste un continent qui connaît des guerres successives de siècle en siècle, et comment les monarchies à l'époque étaient contre toute idée de république. Il y a toujours des monarchies en Europe actuellement. Toutes ces idées se retrouvent dans ce film. On attendra comment à sa sortie. Et je pense qu'il y a aussi un gros travail de communication qui est fait autour du film, déjà 2 ou 3 mois avant sa sortie. Reda Harirash, les Français font pas beaucoup de films sur Napoléon. Et les rares films qui sont sur Napoléon, c'est disons des satires, hein, des films satiriques. Pourquoi, justement, il n'y a pas assez de films sérieux ou des films qui glorifient à sa juste mesure Napoléon Bonaparte, sachant que c'est un personnage important de l'histoire française. Justement, aujourd'hui, parce que c'est les Anglais et les Américains qui ont fait ce film, les historiens français sortent un petit peu de leur espace et critiquent un petit peu tous les petits faits et gestes de ce film. Oui, il y a eu un film qui a été fait en 2002 avec Yves Simoneau, dans lequel oui, mais justement, c'est pas vraiment des grands films. Mais ça reste. Il y avait un film avec Alain Chabat qui avait joué dans un film où c'était un peu satirique. Donc il n'y a pas un grand film français sur Napoléon, à vrai dire. En réalité, c'est parce que le personnage de Napoléon Bonaparte est beaucoup plus populaire dans les autres pays européens. Parce que c'est lui qui a fait naître l'idée. C'est pour ça que la majorité des films, comme le meilleur film sur Napoléon, c'est Guerre épée de Bondarchuk, qui est le russe, et qui a fait une somptueuse bataille justement. Voilà, exactement. Il a brûlé une bonne partie de Moscou. Voilà, exactement. Oui. C'est montré dans le film de Ridley Scott. Je voudrais préciser qu'en 1812, Napoléon est arrivé à Moscou. Il y a eu d'abord la bataille de la Moskova, qui a été une demi-victoire. Et par la suite, quand il entre dans Moscou, les insurgés russes brûlent la ville. Oui. Brûlent la ville, oui, tout à fait. Oui. Donc il est obligé de quitter la ville de Moscou en plein hiver. Et c'est là où son armée va s'enliser, notamment dans la Bérésina. Vous voyez ? D'ailleurs, Hitler, quand il a échoué aux portes de Stalingrad, on avait rappelé un petit peu le même fait qu'a vécu Napoléon à l'époque. Exactement. Et donc, les autres pays, curieusement, un pays comme la Russie, qui a eu affaire à Napoléon, avec notamment de grands généraux comme Kutuzov et d'autres généraux très connus, respectent le personnage de Napoléon Bonaparte. Et même en 1815, quand il va perdre la bataille de Waterloo, Alexandre de Russie va lui proposer de s'exiler en Russie. Il préfère plutôt rejoindre l'Angleterre et ça va se faire à ses dépens. Mais pour revenir au personnage en lui-même, il est beaucoup plus populaire et adulé dans les autres pays européens et dans le reste du monde plutôt qu'en France. Parce que d'abord, il faut voir que par rapport à ses origines, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que Napoléon, il est né en Corse, mais il est issu d'une famille d'origine italienne. Ses grands-parents sont arrivés de Toscane. Et donc, sa langue maternelle, plus que le corse, c'était l'italien. Donc, quand il arrive en France, c'est quasiment un immigré qui parle avec un accent italien. Justement, il y a beaucoup de critiques qui parlent de ça, qui disent, par exemple, le cinéma français ne veut pas personnifier Napoléon parce qu'ils disons qu'ils ne veulent pas un retour à la monarchie. Oui, mais comme en Allemagne. En Allemagne, les cinéastes allemands ont toujours refusé de faire un film sur Hitler. Ils ont fait un excellent film sur Hitler et ils ont été attaqués là-dessus. Le film La Chute, c'est l'un des meilleurs films sur Hitler, mais on a attaqué un petit peu le réalisateur allemand parce qu'il a humanisé un petit peu Hitler, notamment dans la scène du bunker. Parce que la raison, Leda, pardon Leda, je prends quelques secondes, c'est que c'est un personnage clivant, cette même en France, à travers l'histoire. C'est un personnage historique. Absolument, parce que c'est un homme qui a cédé à une ambition dévorante, comme démesurée. Hitler qui a voulu conquérir toute l'Europe, comme Alexandre le Grand qui a voulu... D'ailleurs, Ridley Scott le compare à Hitler et Staline, et même à Alexandre le Grand. Et parce qu'ils sont dans la même idée, c'est
des gens qui ont de l'ambition dévorante, qui sont des chefs de militaires, qui sont des chefs politiques, qui veulent être partout, imposer leur point de vue, massacrer des villages, tuer, etc. Et donc c'est pour ça que c'est un personnage que les historiens français, certains le considèrent comme un grand monsieur, c'est un empereur, et Joséphine une impératrice, et d'autres au contraire, ils ne considèrent pas quelqu'un qui a donné beaucoup de force à la France glorieuse, entre guillemets. Une dernière chose. Même les intellectuels arabes, par exemple, du milieu du XXe siècle, il y en a beaucoup qui ont adulé Napoléon, parce que quand il arrive en Égypte, ils considèrent que c'est le point de démarrage de la Nahda dans le monde arabe. Parce que Napoléon... Est-ce que c'est dans ce sens que Youssef Chahine a fait le film Adieu Bonaparte? Exactement, parce que Napoléon va bousculer le clergé, va bousculer les imams d'Al-Azhar en leur disant qu'il est même disposé à se convertir à l'islam s'ils acceptent une certaine modernisation. Et à partir de là, il ne reste que quelques mois en Égypte. Quelle est la position justement de Napoléon par rapport à l'islam? Elle est très tolérante. Elle est très tolérante parce que Napoléon, en fait, lui, ce qu'il veut à ce moment-là, quand il est en Égypte, il espère éventuellement s'emparer, très ambitieux, s'emparer du trône d'Istanbul et devenir calife à la place du calife, prêt à accepter une conversion à la religion musulmane. Il a un de ses généraux qui s'est converti à l'islam. Il a quelques soldats qu'il a récupérés par la suite avec lui quand il va revenir en France. Donc par rapport aux faits religieux, il est très pragmatique à partir du moment où la religion musulmane peut servir ses ambitions, ses propres ambitions. Il ne se gêne pas pour dire qu'il est prêt à rallier, du moins dans son discours, cette religion-là. Et puis il y a autre chose aussi, Napoléon avait des objectifs, c'est-à-dire il voulait établir une alliance avec certaines monarchies à l'époque qui étaient dans le Proche-Orient pour pouvoir combattre les Anglais. Voilà, merci messieurs, c'était le volet consacré à Napoléon. Nous allons attaquer un nouveau sujet, enfin l'un des sujets qui a fait polémique durant cette rentrée cinématographique, le film Oppenheimer. On regarde la bande-annonce et on revient au débat. Voilà, c'était la bande-annonce du film Oppenheimer qui est sorti en même temps que le film Barbie et qui a créé tout un grand engouement sur ce film qui pourtant est polémique puisqu'il parle du créateur de la bombe atomique qui avait fait tant de morts à Nagasaki et Hiroshima. Oui, c'est les bombes larguées sur Little Boy et Fat Man en août 1945 sur les villes d'Hiroshima. Juste une question, Faisal, c'est Oppenheimer. Oui, mais est-ce que Hollywood est consciente qu'on est en train de faire sur le créateur d'une arme de destruction massive? Oui, d'où la critique faite à Christopher Nolan, parce que dans le film qui a été projeté à Alger, pratiquement le réalisateur et son scénariste ne sont pas du tout intéressés aux victimes. Les bombes créées par Oppenheimer, qui s'appelle Robert Julius et qui était un physicien, ont tué plus de 300 000 morts au Japon et les séquelles restent à ce jour dans ce pays. Ouais. Il y a eu évidemment la première bombe qui a été, le premier essai c'était le 16 juillet 1945, c'était dans toute la région de Los Alamos, dans le New Mexico, dans le sud des États-Unis. Et d'ailleurs, quand le film est sorti, il y a eu beaucoup de plaintes et de critiques des associations de cette région de l'Amérique du Nouveau-Mexique, parce que la bombe de l'essai du 16 juillet 1945 a laissé beaucoup de traces. Le film glorifie effectivement ce savant, qui lui-même disait qu'il était le destructeur des mondes, qu'il est le sémeur de la mort, parce que Oppenheimer était un personnage ambigu. Dans le film, on a essayé de montrer l'homme avec ses tourments. Oppenheimer n'a à aucun moment dans l'histoire eu des remords ou regretté son geste. Il a juste rencontré le président américain de l'époque en lui disant qu'il avait les mains tachées de sang. La scène a été montrée dans le film, mais Christopher Nolan ne sont pas intéressés aux victimes, aux conséquences. On a montré ça comme une grande réussite, parce que c'était le projet Manhattan. À l'époque, les Américains
pensaient que les nazis allemands allaient avoir une bombe. C'est vrai qu'il y avait des essais qui étaient faits par les V6 et les V12. Oui, oui, 1938 avec les grands les missiles allemands. Oui, les premiers missiles. Les savants Strassmann et Hahn avaient fait des essais, mais lui, il pensait aussi que les Russes allaient aussi créer une bombe, qu'ils l'ont créée après, bien après. Donc, et dans le film, il y a aussi des langages qui, à mon avis, relèvent de la propagande. Cette bombe va instaurer la paix dans le monde, et instaurer le pouvoir, etc. Et beaucoup de compagnons de Oppenheimer se sont retirés du projet. D'ailleurs, on montre dans le film une scène avec Einstein. Einstein était opposé au projet. Pourquoi il était parmi l'équipe. Hein. Oui, Einstein il s'est opposé parce qu'il ne voulait pas de cette bombe. Bon, après, la seule chose qui est montrée mais qui n'est pas détaillée, c'est que Oppenheimer était opposé à la bombe H, la bombe qui est beaucoup plus destructrice. À hydrogène, la bombe à hydrogène. Qui a été fabriquée par les États-Unis, mais qui n'a jamais été essayée en temps de guerre ni en temps de paix. Le deuxième aspect du film, c'est un film très bavard qui parle du procès qui a été fait à Oppenheimer parce qu'on pensait qu'il était un agent soviétique. Et donc il a eu un procès, on lui a retiré l'habilité de sécurité, il a été mis à l'écart. Et là, on voit que Christopher Nolan a beaucoup de sympathie pour Oppenheimer dans les dialogues. Oui, il a de la sympathie pour Oppenheimer et toute cette équipe de scientifiques, dont la plupart sont originaires d'Europe, qui ont fui donc essentiellement les persécutions des nazis et dont pas mal étaient carrément communistes idéologiquement. C'est pour ça que à Los Alamos, ils étaient étroitement surveillés par les services secrets américains parce que pour eux, c'était quasiment des communistes de par leur idéologie. Et on sait que, bon, comment ça a pu transparaître, qu'il y a eu des contacts entre les services secrets russes de Staline et un certain nombre de scientifiques qui travaillaient sur la bombe atomique, parce que les Russes étaient au courant des projets déjà qui ont été échafaudés par les nazis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la responsabilité de cette tragédie-là, il ne faut pas oublier qu'avant Oppenheimer, comme pour Alfred Nobel, quand il va inventer la dynamite, il n'a pas spécialement inventé la dynamite pour tuer des gens, mais plutôt pour aider à ce qu'ils puissent se servir dans le cadre des activités de la construction. Mais c'est le matin du 6 août qu'a été prise la décision par le président Truman de jeter la bombe atomique. C'est lui qui a pris cette décision-là, de la jeter sur les Japonais, et pas Oppenheimer. C'est pour ça que les détracteurs... C'est lui qui a fabriqué, hein. Oui, il a fabriqué. Il était au courant d'ailleurs que l'utilisation de... C'est lui qui l'a fabriqué. Oui, certainement, c'est sûr et certain. Mais celui qui a la responsabilité politique et morale de l'avoir largué, c'est Truman. Faisal, le film a été, disons-le, interdit au Japon. Oui, au Japon. Il n'est pas sorti au Japon. Oui, parce que c'est vraiment insultant. Parce qu'il y a toujours un petit peu la blessure est toujours profonde. Et toujours là. Et Truman, effectivement, porte la responsabilité historique de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. D'ailleurs, il a accusé Oppenheimer d'être un trouillard dans une scène du film. Et pour les Japonais, ils considèrent ça comme une insulte. Parce que oui, le film Oppenheimer, au-delà des aspects techniques et esthétiques, le film est très bien mené sur le plan technique. C'est un film qui glorifie un savant qui a semé la mort dans le monde. Il a créé la bombe atomique. C'est à cause de lui que le monde aujourd'hui, il a toujours la peur au ventre à cause de l'utilisation de ces armes de dissuasion et des armes de destruction massive. Brièvement, la bombe atomique. Il faut savoir que quelques années plus tard, pendant la guerre de Corée, MacArthur était prêt à jeter une vingtaine de bombes atomiques sur les Chinois, puisqu'ils étaient 800 millions à l'époque, que heureusement, qu'en 1949, la Russie a obtenu sa bombe atomique. C'était très probablement qu'il l'aurait fait, mais c'est pour vous dire que l'arme atomique aurait pu être utilisée à ce moment-là. Ils l'ont utilisée au Japon, ils étaient prêts à l'utiliser. Et pourquoi ils ne l'ont pas utilisée au Vietnam, justement? Au Vietnam, c'est différent. Il y a eu le napalm, mais il n'y a pas eu la bombe atomique. Le Vietnam n'était pas un danger immédiat pour les États-Unis, parce que ça se situe au sud. Donc, ils espéraient qu'avec le napalm, ils allaient contrôler le Vietcong. Mais ils ne l'ont pas utilisé parce qu'ils avaient affaire, pendant la guerre du Vietnam, à deux puissances nucléaires qui soutenaient
les Vietnamiens, les Chinois, qui l'ont les obtenu en Russes. 1960, Et les Russes. et les Russes. Et, je voulais ajouter un fait qui a été ignoré dans le film de Christophe Nolan, c'est qu'Oppenheimer a aidé Israël à avoir la puissance nucléaire. Il a visité Israël. Il faut rappeler que la oui. majorité des scientifiques étaient juifs. Donc, Il a aidé, et ça n'a pas du tout montré n'a pas été montré dans ce film. Et Harry Truman lui-même a contribué à la naissance de l'État d'Israël en forçant un certain nombre de pays au moment du vote à voter, c'est-à-dire pour la création de l'État d'Israël, alors que le quorum n'avait pas été réuni en 1948, parce que lui-même c'est un protestant très rigoriste et qu'il a contribué donc à la création d'Israël, et il sympathisait pour le courant sioniste parce qu'il fait partie de cette catégorie de protestants très engagés proche des sionistes. Des sionistes, contrairement à son prédécesseur Roosevelt, qui était à la limite de l'antisémitisme. Oui. Faisal parlait de la bombe atomique, qui est très intéressant dans un fait historique. En Algérie, nous avons vécu justement les essais nucléaires français. On a eu beaucoup de documentaires dans la Gerberas bleue, les différents documentaires de l'Arbi Ben Cheikha, grand spécialiste justement de la bombe atomique. Mais il n'y a pas eu de film sur ces essais nucléaires. Pourquoi, à votre avis? Je pense que le moment est venu de réaliser parce qu'il y a eu 17 essais nucléaires entre 1960 et plus que les Américains avant la bombe atomique. Oui, et on oublie qu'il y a aussi des essais chimiques. Et des armes plus les essais biologiques. au Murowa. Oui, dans la région de Béchar, de Wad el-Namous, Sadrar, etc. Et la gerboise bleue, qui était une bombe, qui est un essai, avait autant de puissance que la bombe à Hiroshima. Oui. Et donc, effectivement, je pense que la balle est dans le camp aussi des documentaristes. Est-ce que c'est un problème, justement, de mise en scène, de production? Non, ce n'est pas de mise en scène. Christophe Nolan a utilisé beaucoup de techniques qui montraient presque beaucoup d'effets spéciaux, une explosion atomique. Mais je pense que pour raconter des faits historiques qui sont ignorés aussi par des historiens européens et d'autres, la balle est dans le camp des cinéastes documentaristes pour parler de ce sujet. C'est pas un sujet justement qui a intéressé les réalisateurs algériens ou les producteurs algériens. On a toujours fait des films sur la Révolution en parlant des maquis, mais pas justement de ce qui se passe autour de cet aspect des essais nucléaires français qui sont interdits, qui ont été faits même après l'indépendance. Après l'indépendance, et puis les zones où il y a eu les essais n'ont jamais été nettoyées, contrairement aux accords passés. Et les Français ont refusé de donner même les zones où ils ont les cartes où ils ont caché les fûts. Absolument. D'ailleurs, ça fait partie du contentieux entre l'Algérie et la France, entre les deux États, par rapport à cette question. L'Algérie réclame d'abord les cartes, réclame que la France reconnaisse sa responsabilité pour le nettoyage de ces zones et également indemniser les victimes, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui souffrent à ce jour de ces essais. 17 essais nucléaires, ça laisse des traces pendant au moins 400 000 des siècles sur la nature, sur la faune, sur l'eau, sur les personnes, etc. Donc ça peut être un très bon sujet, pour ne pas dire pour plusieurs films, pas uniquement pour un seul film. Reda, vous voulez rajouter quelque chose justement sur l'aspect de ce film, sur l'impact historique, puisqu'on parle justement de la glorification de la puissance atomique américaine. Est-ce que ce film va apporter quelque chose à l'histoire? Oui, déjà, il apporte un certain nombre d'éclairages. Et en même temps, il nous montre comment les États-Unis ont pu bâtir leur puissance. Ils se sont appuyés beaucoup sur ces cerveaux qui ont fui un régime totalitaire qui était le régime nazi. Qu'en serait-il si, effectivement, il n'y avait pas eu les persécutions qui les ont touchés? Est-ce qu'ils seraient venus s'établir aux États-Unis? Et on voit bien que l'Amérique s'est appuyée et continue à s'appuyer jusqu'à maintenant sur les cerveaux qui viennent des quatre coins du monde. C'est très important de le souligner. D'ailleurs, les États-Unis, pour rappeler un fait, en mars 1945, ils ont lâché des bombes incendiaires sur Tokyo, au Japon. Cet épisode a provoqué la mort de 100 000 Japonais. Donc, c'est pas nouveau par rapport à... ça n'a pas été rapporté par les Ça n'a jamais été rapporté. C'est un fait qui est presque ignoré par le cinéma américain. Je voudrais dire que c'était brièvement, Reda. Oui, que c'était parfaitement criminel, parce que ceux qui ont bombardé Tokyo ce jour-là savaient que les constructions des habitants de Tokyo étaient en bois. Oui. Et donc, ils espéraient faire le maximum de victimes. Voilà. Merci, messieurs, pour ces éclaircissements sur des faits historiques, parfois cachés et révélés dans des films un petit peu sortis
des méandres justement un petit peu de l'histoire internationale. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Média Pro, toujours consacré aux médias et à la télévision. Bonsoir. Voilà, pour revenir un petit peu au débat, le film Napoléon n'est pas le premier. Il y a plus de 300 films qui parlent indirectement de Napoléon et plus de 130, paraît-il, films qui parlent de Napoléon directement comme des biopics, dont 31 directement liés à Napoléon, mais beaucoup de films sur ses défaites, hein, sur Waterloo, Moscou, etc. Donc, il n'y a pas un film qui sort du lot. Oui, absolument. Mais là on a l'impression qu'avec Ridley Scott, Reda a parlé de la relation avec Joséphine. Effectivement, elle est importante parce qu'elle a eu beaucoup d'influence sur lui, comme d'autres grands hommes, entre guillemets, dans l'histoire. Là, on explore aussi l'idée, on montre le côté militaire, parce que je pense que dans le film, on montre la bataille d'Austerlitz. L'une des grandes batailles la plus grande avec celle de Ulm, et on montre comment le génie militaire de Bonaparte, comment il a préparé la guerre, comment il a contourné l'ennemi, comment il les a piégés sur la glace parce qu'ils étaient sur un lac, et il y a eu beaucoup de morts à l'époque. Donc ce film peut-être va se détacher parce que Ridley Scott reste quand même un grand réalisateur, un grand scénariste. Il y a un gros travail sur les costumes. Il a fait beaucoup de recherches avec ses équipes, un gros travail aussi sur les faits historiques, sur les scènes de bataille, sur des scènes presque authentiques, parce qu'il a utilisé les canons d'époque. Et les canons de Bonaparte étaient connus pour des canons déjà très en avance avec l'artillerie qui existait à l'époque. Et donc le cinéma, bon, c'est vrai, on l'a dit plusieurs fois, n'écrit pas l'histoire, mais ça permet d'avoir des idées quand même sur ce qu'était ce personnage, comment il a évolué dans son univers, comment l'Europe, qui reste un continent qui connaît les guerres successives de siècle en siècle, et comment les monarchies à l'époque étaient contre toute idée de république. Il y a toujours des monarchies en Europe actuellement. Toutes ces idées se retrouvent dans ce film. On attendra à sa sortie. Et je pense qu'il y a aussi un gros travail de communication qui est fait autour du film, déjà 2 ou 3 mois avant sa sortie. Reda Harirash, les Français font pas beaucoup de films sur Napoléon. Et les rares films qui sont sur Napoléon, c'est des satires, hein, des films satiriques. Pourquoi, justement, il n'y a pas assez de films sérieux ou des films qui glorifient à sa juste mesure Napoléon Bonaparte, sachant que c'est un personnage important de l'histoire française. Justement, aujourd'hui, parce que c'est les Anglais et les Américains qui ont fait ce film, les historiens français sortent un petit peu de leur espace et critiquent un petit peu tous les petits faits et gestes de ce film. Oui, il y a eu un film qui a été fait en 2002 avec Yves Simoneau, dans lequel oui, mais justement, c'est pas vraiment des grands films. Mais ça reste. Il y avait un film avec Alain Chabat qui avait joué dans un film où c'était un peu satirique. Donc il n'y a pas un grand film français sur Napoléon, à vrai dire. En réalité, c'est parce que le personnage de Napoléon Bonaparte est beaucoup plus populaire dans les autres pays européens. Parce que c'est lui qui a fait naître l'idée. C'est pour ça que la majorité des films, comme le meilleur film sur Napoléon, c'est Guerre épée de Bondarchuk, qui est le russe, et qui a fait une somptueuse bataille justement. Voilà, exactement. Il a brûlé une bonne partie de Moscou. Voilà, exactement. Oui. C'est montré dans le film de Ridley Scott. Je voudrais préciser qu'en 1812, Napoléon est arrivé à Moscou. Il y a eu d'abord la bataille de la Moskova, qui a été une demi-victoire. Et par la suite, quand il entre dans Moscou, les insurgés russes brûlent la ville. Oui, brûlent la Napoléon ville, oui, tout à fait. Oui. Donc il est obligé de quitter la ville de Moscou en plein hiver. Et c'est là où son armée va s'enliser, notamment dans la Bérésina. Vous voyez ? D'ailleurs, Hitler, quand il a échoué aux portes de Stalingrad, on avait rappelé un petit peu le même fait qu'a vécu Napoléon à l'époque. Exactement. Et donc, les autres pays, curieusement, un pays comme la Russie, qui a eu affaire à Napoléon, avec notamment de grands généraux comme Kutuzov et
d'autres généraux très connus respectent le personnage de Napoléon Bonaparte. Et même en 1815, quand il va perdre la bataille de Waterloo, Alexandre de Russie va lui proposer de s'exiler en Russie. Il préfère plutôt rejoindre l'Angleterre et ça va se faire à ses dépens. Mais pour revenir au personnage en lui-même, il est beaucoup plus populaire et adulé dans les autres pays européens et dans le reste du monde plutôt qu'en France. Parce que d'abord, il faut voir que par rapport à ses origines, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que Napoléon, il est né en Corse, mais il est issu d'une famille d'origine italienne. Ses grands-parents sont arrivés de Toscane. Et donc, sa langue maternelle, plus que le corse, c'était l'italien. Donc, quand il arrive en France, c'est quasiment un immigré qui parle avec un accent italien. Justement, il y a beaucoup de critiques qui parlent de ça, qui disent, par exemple, le cinéma français ne veut pas personnifier Napoléon parce disons qu'ils ne veulent pas un retour à la monarchie. Oui, mais comme en Allemagne. En Allemagne, les cinéastes allemands ont toujours refusé de faire un film sur Hitler. Ils ont fait un excellent film sur Hitler et ils ont été attaqués là-dessus. Le film La Chute, c'est l'un des meilleurs films sur Hitler, mais on a attaqué un petit peu le réalisateur allemand parce qu'il a humanisé un petit peu Hitler, notamment dans la scène du bunker. Parce que la raison, pardon Leda, je prends quelques secondes, c'est que c'est un personnage clivant, en France, à travers l'histoire. C'est un personnage historique. Absolument. Parce que c'est un homme qui a cédé à une ambition dévorante, comme démesurée. Hitler qui a voulu conquérir toute l'Europe, comme Alexandre le Grand qui a voulu... D'ailleurs, Ridley Scott le compare à Hitler et Staline, et même à Alexandre le Grand. Et parce qu'ils sont dans la même idée. C'est des gens qui ont de l'ambition dévorante, qui sont des chefs de militaires, qui sont des chefs politiques, qui veulent être partout, imposer leur point de vue, massacrer des villages, tuer, etc. Et donc c'est pour ça que c'est un personnage que les historiens français, certains le considèrent comme un grand monsieur, c'est un empereur, et Joséphine l'impératrice, et d'autres au contraire, ils ne considèrent pas quelqu'un qui a donné beaucoup de force à la France glorieuse, entre guillemets. Une dernière chose. Même les intellectuels arabes, par exemple, du milieu du XXe siècle, il y en a beaucoup qui ont adulé Napoléon, parce que quand il arrive en Égypte, ils considèrent que c'est le point de démarrage de la Nahda dans le monde arabe. Parce que Napoléon... Est-ce que c'est dans ce sens que Youssef Chahine a fait le film Adieu Bonaparte ? Exactement, parce que Napoléon va bousculer le clergé, va bousculer les imams d'Al-Azhar en leur disant qu'il est même disposé à se convertir à l'islam s'ils acceptent une certaine modernisation. Et à partir de là, il ne reste que quelques mois en Égypte. Quelle est la position justement de Napoléon par rapport à l'islam ? Elle est très tolérante. Elle est très tolérante parce que Napoléon, en fait, lui, ce qu'il veut à ce moment-là, quand il est en Égypte, il espère éventuellement s'emparer, très ambitieux, s'emparer du trône d'Istanbul et devenir calife à la place du calife, prêt à accepter une conversion à la religion musulmane. Il a un de ses généraux qui s'est converti à l'islam. Il a quelques soldats qu'il a récupérés par la suite avec lui quand il va revenir en France. Donc par rapport aux faits religieux, il est très pragmatique à partir du moment où la religion musulmane peut servir ses ambitions, ses propres ambitions. Il ne se gêne pas pour dire qu'il est prêt à rallier, du moins dans son discours, cette religion-là. Et puis il y a autre chose aussi, Napoléon avait des objectifs, c'est-à-dire il voulait établir une alliance avec certaines monarchies à l'époque qui étaient dans le Proche-Orient pour pouvoir combattre les Anglais. Voilà, merci messieurs, c'était le volet consacré à Napoléon. Nous allons attaquer un nouveau sujet, enfin l'un des sujets qui a fait polémique durant cette rentrée cinématographique, le film Oppenheimer. On regarde la bande-annonce et on revient au débat. Voilà, c'était la bande-annonce du film Oppenheimer qui est sorti en même temps que le film Barbie et qui a créé tout un grand engouement sur ce film qui pourtant est polémique puisqu'il parle du créateur de la bombe atomique qui avait fait tant de morts à Nagasaki et Hiroshima. Oui, c'est les bombes larguées sur Little Boy et Fat Man en août 1945 sur les villes d'Hiroshima. Juste une question, Faisal, c'est Oppenheimer. Oui, mais est-ce que Hollywood est consciente qu'on est en train de faire sur le créateur
d'une arme de destruction massive. Oui, d'où la critique faite à Christopher Nolan, parce que dans le film qui a été projeté à Alger, pratiquement le réalisateur et son scénariste ne sont pas du tout intéressés aux victimes. Les bombes créées par Oppenheimer, qui s'appelle Robert Julius et qui était un physicien, ont tué plus de 300 000 morts au Japon et les séquelles restent à ce jour dans ce pays. Ouais. Il y a eu évidemment la première bombe qui a été, le premier essai c'était le 16 juillet 1945, c'était dans toute la région de Los Alamos, dans le New Mexico, dans le sud des États-Unis. Et d'ailleurs, quand le film est sorti, il y a eu beaucoup de plaintes et de critiques des associations de cette région de l'Amérique du Nouveau-Mexique, parce que la bombe de l'essai du 16 juillet 1945 a laissé beaucoup de traces. Le film glorifie effectivement ce savant, qui lui-même disait qu'il était le destructeur des mondes, qu'il est le sémeur de la mort, parce que Oppenheimer était un personnage ambigu. Dans le film, on a essayé de montrer l'homme avec ses tourments. Oppenheimer n'a à aucun moment dans l'histoire eu des remords ou regretté son geste. Il a juste rencontré le président américain de l'époque en lui disant qu'il avait les mains tachées de sang. La scène a été montrée dans le film, mais Christopher Nolan ne sont pas intéressés aux victimes, aux conséquences. On a montré ça comme une grande réussite, parce que c'était le projet Manhattan. À l'époque, les Américains pensaient que les nazis allemands allaient avoir une bombe. C'est vrai qu'il y avait des essais qui étaient faits par les V6 et les V12. Oui, 1938 avec les missiles allemands. Oui, les premiers missiles. Les savants Strassmann et Hahn avaient fait des essais. Mais lui, il pensait aussi que les Russes allaient aussi créer une bombe, qu'ils l'ont créée après, bien après. Donc, dans le film, il y a aussi des langages qui, à mon avis, relèvent de la propagande. Cette bombe va instaurer la paix dans le monde, et instaurer le pouvoir, etc. Et beaucoup de compagnons de Oppenheimer se sont retirés du projet. D'ailleurs, on montre dans le film une scène avec Einstein. Einstein était opposé au projet. Ouais. Pourquoi il était parmi l'équipe. Hein. Oui, Einstein il s'est opposé parce qu'il ne voulait pas de cette bombe. Bon, après, la seule chose qui est montrée mais qui n'est pas détaillée, c'est que Oppenheimer était opposé à la bombe H, la bombe qui est beaucoup plus destructrice. À hydrogène, la bombe à hydrogène. Qui a été fabriquée par les États-Unis, mais qui n'a jamais été essayée en temps de guerre ni en temps de paix. Le deuxième aspect du film, c'est un film très bavard qui parle du procès qui a été fait à Oppenheimer parce qu'on pensait qu'il était un agent soviétique. Et donc il a eu un procès, on lui a retiré l'habilité de sécurité, il a été mis à l'écart. Et là, on voit que Christopher Nolan a beaucoup de sympathie pour Oppenheimer dans les dialogues. Oui, il a de la sympathie pour Oppenheimer et toute cette équipe de scientifiques, dont la plupart sont originaires d'Europe, qui ont fui donc essentiellement les persécutions des nazis et dont pas mal étaient carrément communistes idéologiquement. C'est pour ça que à Los Alamos, ils étaient étroitement surveillés par les services secrets américains parce que pour eux, c'était quasiment des communistes de par leur idéologie. Et on sait que, bon, comment ça a pu transparaître, qu'il y a eu des contacts entre les services secrets russes de Staline et un certain nombre de scientifiques qui travaillaient sur la bombe atomique, parce que les Russes étaient au courant des projets déjà qui ont été échafaudés par les nazis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la responsabilité de cette tragédie-là, il ne faut pas oublier qu'avant Oppenheimer, comme pour Alfred Nobel, quand il va inventer la dynamite, il n'a pas spécialement inventé la dynamite pour tuer des gens, mais plutôt pour aider à ce qu'ils puissent se servir dans le cadre des activités de la construction. Mais c'est le matin du 6 août qu'a été prise la décision par le président Truman de jeter la bombe atomique. C'est lui qui a pris cette décision-là, de la jeter sur les Japonais, et pas Oppenheimer. C'est pour ça que les détracteurs... C'est lui qui a fabriqué, hein. Oui, il a fabriqué. Il était au courant d'ailleurs que l'utilisation de... C'est lui qui l'a fabriqué. Oui, certainement, c'est sûr et certain. Mais celui qui a la responsabilité politique et morale de l'avoir largué, c'est Truman. Faisal, le film a été, disons-le, interdit au Japon.
Oui, au Japon. Il n'est pas sorti au Japon. Oui, parce que c'est vraiment insultant. Parce qu'il y a toujours un petit peu la blessure est toujours profonde. Et toujours là. Et Truman, effectivement, porte la responsabilité historique de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. D'ailleurs, il a accusé Oppenheimer d'être un trouillard dans une scène du film. Et pour les Japonais, ils considèrent ça comme une insulte. Parce que oui, le film Oppenheimer, au-delà des aspects techniques et esthétiques, le film est très bien mené sur le plan technique. C'est un film qui glorifie un savant qui a semé la mort dans le monde. Il a créé la bombe atomique. C'est à cause de lui que le monde aujourd'hui, il a toujours la peur au ventre à cause de l'utilisation de ces armes de dissuasion et des armes de destruction massive. Brièvement, la bombe atomique. Il faut savoir que quelques années plus tard, pendant la guerre de Corée, MacArthur était prêt à jeter une vingtaine de bombes atomiques sur les Chinois, puisqu'ils étaient 800 millions à l'époque, que heureusement, qu'en 1949, la Russie a obtenu sa bombe atomique. C'était probablement qu'il l'aurait fait, mais c'est pour vous dire que l'arme atomique aurait pu être utilisée à ce moment-là. Ils l'ont utilisée au Japon, ils étaient prêts à l'utiliser. Et pourquoi ils ne l'ont pas utilisée au Vietnam, justement au Vietnam, c'est différent. Il y a eu le napalm, mais il n'y a pas eu la bombe atomique. Le Vietnam n'était pas un danger immédiat pour les États-Unis, parce que ça se situe au sud. Donc, ils espéraient qu'avec le napalm, ils allaient contrôler le Vietcong. Mais ils ne l'ont pas utilisé parce qu'ils avaient affaire, pendant la guerre du Vietnam, à deux puissances nucléaires qui soutenaient les Vietnamiens, les Chinois, qui l'ont obtenu en 1960, et les Russes. Et les Russes. Et je voulais ajouter un fait qui a été ignoré dans le film de Christopher Nolan, c'est qu'Oppenheimer a aidé Israël à avoir la puissance nucléaire. Il a visité Israël. Il faut rappeler que la majorité des scientifiques étaient juifs. Donc, il a aidé, et ça n'a pas du tout montré n'a pas été montré dans ce film. Et Harry Truman lui-même a contribué à la naissance de l'État d'Israël, en forçant un certain nombre de pays au moment du vote à voter, c'est-à-dire pour la création de l'État d'Israël, alors que le quorum n'avait pas été réuni en 1948, parce que lui-même c'est un protestant très rigoriste et qu'il a contribué donc à la création d'Israël, et il sympathisait pour le courant sioniste parce qu'il fait partie de cette catégorie de protestants très engagés proche des sionistes. Des sionistes, contrairement à son prédécesseur Roosevelt, qui était à la limite de l'antisémitisme. Oui. Faisal parlait de la bombe atomique, qui est très intéressant dans un fait historique. En Algérie, nous avons vécu justement les essais nucléaires français. On a eu beaucoup de documentaires dans la Gerberas bleue, les différents documentaires de l'Arbi Ben Cheikha, grand spécialiste justement de la bombe atomique, mais il n'y a pas eu de film sur ces essais nucléaires. Pourquoi, à votre avis? Je pense que le moment est venu de réaliser parce qu'il y a eu 17 essais nucléaires entre 1960 et plus que les Américains avant la bombe atomique. Oui, et on oublie qu'il y a aussi des essais chimiques. Et des armes plus les essais biologiques. Au Murowa. Oui, dans la région de Béchar, de Wadi Namou, Sadrar, etc., la Gerboise bleue, qui était une bombe, qui est un essai, avait autant de puissance que la bombe à Hiroshima. Oui, et donc, effectivement, je pense que la balle est dans le camp aussi des documentaristes. Est-ce que c'est un problème, justement, de mise en scène, de production? Non, ce n'est pas de mise en scène. Christopher Nolan a utilisé beaucoup de techniques qui montraient presque beaucoup d'effets spéciaux, une explosion atomique. Mais je pense que pour raconter des faits historiques qui sont ignorés aussi par les historiens européens et d'autres, la balle est dans le camp des cinéastes, documentaristes, pour parler de ce sujet. C'est pas un sujet justement qui a intéressé les réalisateurs algériens ou les producteurs algériens. On a toujours fait des films sur la Révolution en parlant des maquis, mais pas justement de ce qui se passe autour de cet aspect des essais nucléaires français qui sont interdits, qui ont été faits même après l'indépendance. Après l'indépendance, et puis les zones où il y a eu les essais n'ont jamais été nettoyées, contrairement aux accords passés. Et les Français ont refusé de donner même les zones où ils ont, les cartes où ils ont caché les fûts. Absolument. D'ailleurs, ça fait partie du contentieux entre l'Algérie et la France, entre les deux États, par rapport à cette question. L'Algérie réclame d'abord les cartes, réclame que la France reconnaisse sa responsabilité pour le nettoyage de ces zones et également indemniser les victimes, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui souffrent à ce jour de ces essais. 17 essais nucléaires, ça laisse des traces pendant au moins 400 000 des siècles sur la nature, sur la faune, sur l'eau, sur les personnes, etc. Donc ça peut être un très bon sujet, pour ne pas dire
pour plusieurs films, pas uniquement pour un seul film. Reda, vous voulez rajouter quelque chose justement sur l'aspect de ce film, sur l'impact historique, puisqu'on parle justement de la glorification de la puissance atomique américaine. Est-ce que ce film va apporter quelque chose à l'histoire ? Oui, déjà, il apporte un certain nombre d'éclairages. Et en même temps, il nous montre comment les États-Unis ont pu bâtir leur puissance. Ils se sont appuyés beaucoup sur ces cerveaux qui ont fui un régime totalitaire qui était le régime nazi. Qu'en serait-il si, effectivement, il n'y avait pas eu les persécutions qui les ont touchés? Est-ce qu'ils seraient venus s'établir aux États-Unis? Et on voit bien que l'Amérique s'est appuyée et continue à s'appuyer jusqu'à maintenant sur les cerveaux qui viennent des quatre coins du monde. C'est très important de le souligner. D'ailleurs, les États-Unis, pour rappeler un fait, en mars 1945, ils ont lâché des bombes incendiaires sur Tokyo, au Japon. Cet épisode a provoqué la mort de 100 000 Japonais. Donc, c'est pas nouveau par rapport à... ça n'a pas été rapporté par les Ça n'a jamais été rapporté. C'est un fait qui est presque ignoré par le cinéma américain. Je voudrais dire que c'était brièvement, Reda. Oui, que c'était parfaitement criminel parce que ceux qui ont bombardé Tokyo ce jour-là savaient que les constructions des habitants de Tokyo étaient en bois. Ouais. Et donc, ils espéraient faire le maximum de victimes. Voilà. Merci, messieurs, pour ces éclaircissements sur des faits historiques, parfois cachés et révélés dans des films un petit peu sortis des méandres, justement, un petit peu de l'histoire internationale. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Média Pro, toujours consacré aux médias et à la télévision. Bonsoir.